Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne préférée Adam Fopa Media in Paris. Votre humble serviteur Arthur Yvon Mougani. 6e numéro de Carré Politique. Mesdames et messieurs, une émission consacrée à la dernière parution du livre du ministre Claude Alphonse Ntsilou intitulé « N'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir ». Mais avant de commencer, quelques annonces. Le concours Job Talent entre dans sa dernière ligne droite. Donc les inscriptions sont ouvertes. C'est un concours de danse, de peinture, de poésie et avec de nombreux lots à gagner, notamment de voyages en Europe et en Amérique. Alors, la dernière parution du livre du ministre Claude Alphonse Ntsilou, c'est une découverte que j'ai eu à faire à travers l'article publié par Armand Mangiono sur son blog Le Nzoïsme, article intitulé Claude Alphonse Ntsilou, le turéféraire des temps modernes. Alors j'ai bien voulu analyser ce livre avec lui et partager donc avec vous cette analyse. Armand Mangiono, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, n'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir. Pour vous, le ministre est un turéféraire. Pourquoi un jugement aussi incisif? Bah oui, mais le jugement, il est parti des éléments du paratexte que j'ai eu. Donc, si vous le trouvez incisif, mais moi, je pense que c'est un jugement qui m'a été dicté par des éléments du paratexte, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, N'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir est un recueil de textes déjà publié par le ministre, édité par les éditions Livre Innova en 2023, un opus de 46 pages. Alors, c'est des textes sur les prises de position du ministre lors des grands événements politiques qui ont marqué notre pays. En gros, c'est un condensé en quelques chapitres qui résume en quelque sorte 30 ans de vie politique entre 1993 et 2023, où l'auteur passe en revue les tristes événements de 93 sous la présidence Lissouba. Il effleure la guerre du Poul, qui l'a personnellement affecté. Il met en exergue les raisons de son soutien au président de la République, sauf l'offre du référendum constitutionnel de 2015, qui est le dernier sujet majeur et le plus clivant de notre société. Ces textes constituent un témoignage sur cette brève partie de notre histoire. Il révèle surtout le personnage politique et le rôle qu'il a joué dans la tournure de ces événements. Alors, Armand Mangiono, d'après sa critique, que dit-il? Monsieur Claude Alphonse Ntsilou nous fait part de sa pensée dans un ouvrage intitulé « N'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir ». Que faut-il retenir de cette compilation où il aborde tour à tour la question de la démocratie, de la gouvernance au Congo, de l'unité nationale et de la paix? Si l'on peut convenir avec lui sur le désastre national et la nécessité impérieuse de panser les plaies, ses conclusions et préconisations sont aux antipodes du peuple souverain martyrisé. C'est une critique incisive, comme je le disais, très acérée, mais je n'ai pas vu les éléments, vous n'avez pas fait ressortir les éléments du livre pour essayer un peu de pourfendre cette démarche du ministre. Est-ce que c'était une analyse un peu hâtive, simplement parce que je vois que vous êtes focalisé sur son auteur et non sur ses écrits? Ça, c'est vous qui le dites, mais se focaliser sur l'auteur, je pense qu'on a affaire à un acteur politique et pas un des moindres. Donc, il a fallu déjà lancer ce débat qui, à mon avis, certes, il n'a pas peut-être tort quand
on replonge, on regarde, on se met dans un cadre spatio-temporel. Mais ce qui est regrettable, au moment où ce texte circule dans le net, sur le net, M. Silou est aux affaires et les choses se sont empirées de plus en plus. Donc, par rapport aux éléments déjà de première vue, je ne pouvais que écrire cet article dont vous qualifiez d'incisif, mais quand vous rentrez dans le vif de ces textes, je crois que mon article n'est pas à côté de la plaque. On va y arriver, mais c'est vrai qu'on peut regretter que le ministre Claude Alphonse Nssilou n'ait pas actualisé ces textes, parce que c'est des textes qui, pour la plupart, ont été écrits 10 ans plus tôt. Donc, du coup, on pourrait dire que ce n'est pas d'actualité, mais c'est vrai que enfin, on ne pourrait pas dire qu'ils ne sont pas d'actualité, parce que les problèmes qu'ils soulèvent se posent toujours. Mais néanmoins, c'était un regard pour certains de ces textes en tant qu'opposants, et maintenant qu'il est aux affaires, il aurait fallu peut-être qu'il puisse nous donner ses impressions sur ce qu'il en est de la situation congolaise, plutôt que de reprendre des textes anciens. Donc c'est un livre en 5 chapitres. Donc l'avant-propos, bon, l'avant-propos, je ne le prendrai pas comme un chapitre. Donc c'est en gros 4 chapitres. La jeunesse de l'accord URD-PCT, sa contribution civique au débat national lancé par le président Pascal Lissouba dans son livre « Congo, les fruits de la passion partagée ». Son texte sur le Forum de la paix de janvier 1998. Les leçons de l'histoire ou l'opportunité manquée, encore un texte écrit en 98, je pense, vu que je n'ai pas l'année. Alors, Armand Mandiano, dans son avant-propos, le ministre plante le décor. Il dit « La haine n'est pas un moteur qui peut conduire le pays vers la prospérité. Nous le savons pourtant, mais nous continuons d'avancer en regardant dans le rétroviseur. Je m'interroge énormément sur notre trajectoire et sur ce que nous voulons réellement faire de notre pays. L'amour est le seul moteur qui peut construire l'unité, apaiser le pays et conduire notre pays vers la prospérité et le bien-être pour tous. C'est le choix que j'ai fait, pardonner sans oublier. » Il parle du pardon et il entame donc avec cette page triste. Il raconte les circonstances dans lesquelles son père a été assassiné. Mais il y a surtout le testament de son père. Je vais vous le lire très rapidement. En décembre 1998, il y eut la guerre à Brazzaville. Les quartiers sud furent tous vidés de leur population. Une partie dut trouver refuge dans les villages à quelques kilomètres de Brazzaville et une autre continua à pied jusqu'à Pointe-Noire à 500 km de Brazzaville. À 30 km de Brazzaville, sur l'axe Ngangalingolo-Linzolo-Voka, dans le village Ntelo-Zamumvuka, un vieil homme et ses amis avaient accueilli plusieurs familles complètement déboussolées, traumatisées. Tous dormaient à la belle étoile, à même le sol, et mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Quand les bruits annonçant l'arrivée imminente des hommes armés se répandirent comme une traînée de poudre, le vieil homme rassembla tout le monde et leur dit « Le danger est proche, les hommes armés arrivent. Ils seront bientôt là. Prenez tout ce que vous pouvez. Parlez, partez, conduisez vos familles plus loin, mettez-les à l'abri. Partez, mais n'oubliez jamais, le Congo connaîtra une période de paix longue et de prospérité pour ses enfants quand les droits de l'homme seront respectés. Prenez tout. Partez loin avec vos enfants, vos familles. Nous, nous allons rester. Si nous partons tous, la barbarie aura gagné. Ils auront gagné. Nous avons accepté de mourir ici.
Mais vous qui partez, n'oubliez jamais pourquoi nous sommes morts. Ne renoncez jamais à la liberté, à la démocratie, au combat pour les droits de l'homme. Continuez ce combat avec détermination, de manière pacifique. Avec le temps, vous finirez par le gagner. Des hommes, des femmes, des enfants malades ou bien portants, jeunes et vieux affamés, partirent où ils purent. Tous ceux qui étaient restés avec le vieil homme dans le village ont été tués. Une semaine après, quelques courageux sont revenus dans le village. Ils ont trouvé leurs corps éparpillés. Ils les ont enterrés à la va-vite, la peur au ventre, avant de repartir dans la forêt. C'était mon père. Vous avez dit que c'est le testament de son père. Oui, c'est une page très sombre où le ministre Nsilou se donne en exemple. Est-ce qu'il veut par là donner un élan collectif à sa démarche? C'est-à-dire qu'entraîner avec lui toutes les victimes dans cette démarche de pardon, mais sans oublier. Est-ce que là, ce n'est pas une démarche salutaire? Vous savez, monsieur le journaliste, je vous dirais, vous voyez ma boule là, elle est rouge. Cette boule-là, qui est rouge, c'est le sang. Et ce sang, c'est ce sang qui continue à couler au Congo. Quand le ministre Silou écrit ces textes, vous avez omis de dire qu'il commence par une assertion de la puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, pasteur américain. Cette assertion nous emmène dans une psychologie politique, ce qui revient à dire dans une psychologie personnelle et collective. Mais le problème se pose avec ma couleur bleue, qui est une référence de la vérité. Est-ce que le ministre Silou nous dit la vérité? Ou c'est vraiment un turiféraire, un encenseur, un laudateur? Vous savez, par rapport au prince. Vous savez, ce récit a déjà soulevé la controverse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un article de son neveu qui circule, parce que il y a des gens qui ont contesté cette version des faits. Est-ce que vous faites partie de ces négationnistes? Négationnistes? Mais oui, mais puisque vous dites que, est-ce que le ministre dit vrai? Oui, puisque le pays est toujours sur une nappe de sang. Non, ce que je veux dire, M. Manjono, c'est que je parle du négationniste, texte. Oui, mais le texte... Mais là, il raconte. Le texte, moi... Ça ne suscite pas une compassion de votre part? Non, pas pour un homme qui est aux affaires. Parce que l'histoire... Non, mais rien que les circonstances, parce que ça, c'est des massacres indiscriminés. Oui. Qui peuvent rentrer dans les annales comme un témoignage. Vous savez très bien que, par exemple, toutes les versions que Dominique Nkonkwo a évoquées dans son livre ont été contestées par le gouvernement. Mais là, c'est un membre du gouvernement qui parle d'un cas, d'un massacre. Même si ces hommes armés ne sont pas identifiés, il ne dit pas lesquels qui ont perpétré ces massacres. Mais on a l'air de penser que ces massacres ont été commis à l'endroit des populations qui ont quitté Brazzaville. Donc, ils n'ont pas trouvé, trouvé en Brazzaville un endroit sécure. On pourrait dire, là j'ai mal suivi, des hommes qui ont quitté Brazzaville avec des armes? Non, c'est des familles pieds nus qui dormaient à la Belle Étoile, qui n'avaient rien à manger, qui ont fui Brazzaville, qui se sont fait massacrer. Donc, si cela ne suscite aucune compassion de votre part, et de surcroît, vous cherchez, vous posez la question si cette version est vraie, donc vous faites partie des négationnistes que son neveu a bien sûr... Un négationniste pour nier ce qui est écrit? Oui, mais c'est ma question. Non. Ce que le ministre Silou ramène à sa personne,
c'est une situation qui a été vécue à 99,3% par les populations. Bah donc ne posez pas la question sur la vérité. Il raconte une histoire triste. Il se donne un exemple. Il a perdu son père, mais il a pardonné, il n'a pas oublié. Et qu'a-t-il fait pour les autres qui n'ont pas la possibilité? Mais il lance, c'est pour ça que je dis, il veut certainement susciter, enfin entraîner toutes les victimes dans cette démarche de pardon. C'est pour ça que je vous pose une question. Ah, il veut peut-être... Oui, mais c'est ce que moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais vous savez combien de temps qu'il est aux affaires, M. Silou? Parce qu'il en a les moyens d'appliquer ce qu'il veut. M. Silou demande aux victimes de pardonner. C'est ça ses écrits. Alors qu'il a les moyens d'organiser le vrai pardon. M. Silou est aux affaires depuis... C'est pas à lui d'organiser le pardon. Attends. Mais il a quand même l'outrecuidance de demander aux victimes de pardonner. Non, mais il se montre en exemple en disant que moi j'ai pardonné parce que la haine ne construit pas un pays, comme je viens de le dire, monsieur Manjou. Vous savez, on ne va pas jongler avec les mots. Bon, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes mots. Nous avons affaire à un responsable qui a vécu. Quelles sont vos réelles impressions par rapport à cet avant-propos que je viens de vous lire? J'ai situé ces propos dans un espace spatio-temporel de l'époque. Ce monsieur est aux affaires, est un grand témoin, comme vous venez de le dire. Là, nous avons un témoin des massacres du Poul et qui vient demander. À qui il demande de pardonner? C'est aux victimes. Nous nous trouvons dans cette situation Donc vous voulez dire qu'il pose mal le problème? De quelle manière l'aurait-il... enfin, vous auriez voulu qu'il le formule dans ce cas? Parce que lui, il dit, la haine ne construit pas un pays, c'est plutôt l'amour. Lui, il a fait le choix de pardonner sans oublier. Mais lui, c'est un responsable quand il fait le choix. Il doit entraîner les autres, mais il doit créer les conditions. Quelles sont les conditions qu'il crée pour que la victime puisse arriver à pardonner? C'est déjà les conditions de la justice. On ne peut pas accorder un pardon parce que, voilà, on est venu, on vous massacre, tout ça, et demain on pardonne. Non. Il y a le problème de la justice qui est là, et d'ailleurs qu'il évoque dans ces textes. Et qui va donner les moyens à la justice de régler ça? Ce n'est pas le citoyen lambda, surtout pas celui. Donc si je comprends bien pour vous, le pardon doit passer par la manifestation de la vérité à travers la justice. La couleur bleue, elle est là. Et après, nous passerons à l'espoir qui va nous amener à pardonner. Parce que si les conditions ne sont pas réunies, un responsable qui a servi le pouvoir de M. Lissouba. Il n'a pas servi le pouvoir. Il a été ministre sous M. Lissouba. Je n'ai pas servi. Si. J'ai fait mes recherches. Il a été ministre de 92 à 93. Et puis c'est les périodes les plus chaudes que ces événements-là commencent. Je n'ai pas souvenir. Bon. Moi, je le dis, je suis en train de le dire sur les antennes. Il a servi. Quel gouvernement? Le gouvernement de Lissouba, il a occupé... Vous voulez dire le gouvernement de 60-40, c'est ça? Bah, je sais pas, mais il a été peut-être le gouvernement de 60-40. De Lissouba. Je vous l'accorde peut-être. Je crois que c'est... Non, on pourra me contredire hein, si je suis en train de raconter des bobards. On va pas tergiverser là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu tous ces événements. Lui, il pardonne pour son nombril, pour ses partenaires politiques. La preuve. Donc vous voulez dire que si lui, il a réussi à pardonner, c'est parce que, d'une certaine manière, sa faute a été réparée par le fait qu'on lui a accordé un poste de ministre. Et pas le moindre. Ministre d'État. Il a un titre honorifique là-dessus. Bon, mais moi je vous laisse la paternité de ses propos. Hein, donc, non, de mes propos, pas de ses propos, parce que ce sont ses propos. De vos propos, j'allais dire. Oui, voilà. C'est un ministre d'État.
On vient demander à la victime de pardonner, mais c'est trop facile. Alors, la genèse de l'accord URD-PCT. Dans ce chapitre, le ministre se présente comme le vrai initiateur des accords de URD-PCT. Il y a même une anecdote, commence par cette phrase de son ami, son frère Feu Kazis et général Buissamatoko. Claude, notre frère et le pays sont en danger, il faut faire quelque chose. Il faut souligner, comme il l'écrit lui-même, à cette période, il est le conseiller de Bernard Kolela, le plus proche conseiller de Bernard Kolela. Il est frère enfin, entre guillemets, il a un frère qui est en danger, donc à travers cette situation, il va donc initier les accords URD-PCT dont nous savons qui seront à la base de la bascule de la majorité qui a entraîné notre pays dans la crise en 1993. Alors, une fois qu'on a lu ça, qu'on sait que c'est lui qui a initié ces accords placés sous le sceau de l'unité nationale, le ministre Silou nous raconte plus loin, dans un autre chapitre. D'ailleurs, ici, il rend hommage à Bernard Kolela en disant que c'était un grand homme. Mais il y a un texte ici intitulé oh là là, est-ce que je l'ai, excusez-moi. Voilà, sur le forum de la paix de 98. De mémoire, je n'ai jamais vu une critique aussi virulente d'une personne qui a été aussi proche de Bernard Kolela. Excusez-moi ce lapsus. Il dit, lorsque M. Bernard Kolela accepte la direction du gouvernement dans un régime à plusieurs reprises coupable d'actes criminels à l'égard de la population, il se compromet irrévocablement. Il peut difficilement se justifier et partage nécessairement la responsabilité des folies meurtrières de Pascal Lissouba. Nous sommes obligés de constater son égarement. Bernard Kolela n'a pas su prendre la mesure de son poids politique sur l'échiquier national. Nous lui demandons d'assumer pleinement son manque de discernement aux heures les plus tragiques de la vie de notre peuple. Nous n'en appelons pas au lavement des mains des grandes périodes d'utopie collective. C'est à ceux-ci, à eux seuls, que doit s'appliquer la rigueur de la loi sans excès ni complaisance, sans amalgame ni ménagement sélectif. N'est-ce pas de la trahison à l'égard de Bernard Kolela? Je vous ai dit que j'ai une boule de couleur bleue qui fait référence à la vérité et tout au début j'ai dit, dit-il la vérité? Allons-y pas à pas. Il y a un frère qui est en danger. Le frère n'est pas défini. C'est lequel? Je pourrais dire aujourd'hui facilement qu'il y a un frère maçonnique, franc-maçon, qui est en danger. Il faut le sauver. Non, mais c'est surtout le destin du frère est lié à celui du pays. Le frère et notre pays s'entendent. Ok. Il continue. Il fait référence à l'utopie collective qui nous rappelle le lavement des mains. Dix ou 20 ans après, parce qu'on a pris de l'âge, on a compris que c'était une utopie politique. Monsieur Silou, Congo, vient chier sur les symboles Congo. Un acteur, pas le moindre, qui pouvait dire
en pleine conférence, non, nous ne sommes pas une nation, nous sommes une colonie d'ethnie. Donc, la tradition Congo qu'on veut appliquer aujourd'hui pour tout le monde n'a pas sa place, cherchons autre chose. Parce que là, il parle en tant que nation, mais moi, je l'apprends que nous sommes Non, une ma colonie. question, elle est simple. Est-ce que lorsque il se présente comme l'initiateur des accords URD-PCT, bien que cette initiative avait pour but l'unité nationale, mais aussi pour sauver le pays et le frère, il se présente comme le plus proche collaborateur de Bernard Kolela, et à la fin, en 98, il est celui qui va demander une justice implacable à l'endroit de Bernard Kolela. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas une forme de trahison vis-à-vis de Bernard Kolela? Parce qu'on comprend très mal, cette posture, parce que deux fois, il faut savoir raison garder, deux fois, il ne suffit pas d'avoir raison, mais il y a certaines choses, on ne les dit pas publiquement, surtout lorsqu'on a collaboré avec un certain leader. Du coup, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas de la trahison? C'est ça ma question. C'est pas... C'est vrai que la symbolique... Je ne pense pas que le ministre Silou ait trahi Bernard Kolela. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une logique circulaire. D'où sort M. Silou? D'ailleurs, je reviendrai sur ce passage des accords. Il y a eu une guerre de leadership sur ces accords-là, au niveau du MCDDI. Si vous lisez très bien, il y en a qui voulaient s'accaparer de ça, de ces accords-là. D'où je dégage même le problème de M. Silou, est un problème de leadership sur la région. Pour venir à ce que vous pensez être une trahison, non. Aujourd'hui, M. Silou se trouve aux côtés de qui? De celui qu'il avait envoyé aux côtés de M. Bernard Kolela. C'est ce que ça veut dire. Donc, en réalité, c'est comme une forme de mercenariat politique. Exact. C'est le mot même. C'est le mot même. M. Silou a son parti. Il a préféré, au lieu de s'opposer, ce qu'il a critiqué sous l'Issouba se fait en pire aujourd'hui. M. Silou ne nous emmène pas dans la planète jaune de l'espoir. Donc, en quelque sorte, aussi, on peut dire que Bernard s'est trompé dans le choix de ses hommes. Si c'était un choix qui était basé sur les liens ethniques, ben, il s'était trompé sur son choix. Que ces gens-là n'étaient pas, pas simplement parce qu'ils étaient de la même région que lui ou ils avaient les mêmes origines, mais qu'ils n'avaient pas les mêmes ambitions, qu'ils n'avaient pas le même projet. Donc, les liens ethniques sont parfois trompeurs dans le choix des hommes qui nous entourent, enfin de nos collaborateurs. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Mais quand son neveu... Mais si vous dites qu'il est venu en mission auprès de Bernard Kolela, une fois qu'il a réalisé sa mission, il est reparti. Il est reparti. Et c'est là où il est. C'est un ministre, mais pas n'importe... C'est un ministre avec un titre honorifique. Donc, bien récompensé. Pourquoi je le dis, moi? Quand il arrive chez Bernard Kolela, son neveu, quand il publie, il vient avec des finances. Il finance Bernard Kolela. Alors qui est Bernard Kolela? Un leader pauvre qui n'a rien. Kolela ne s'était pas trompé. Et il le dit lui-même. Donc le mobile de Kolela, c'était l'argent. Eh bien, exact. Parce que l'argent corrompt. Il le dit subtilement dans ses écrits. Plus loin, vous avez parlé. Oui, plus loin, il a dit que... Il le dit subtilement. Le grand ennemi, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent qui corrompt. Et qui a bien servi son rôle. Qui a bien servi. C'est pour cela que je dis, dit-il la vérité? Moi, je dis non. Donc, en gros, si l'on comprend bien, la logique circulaire veut que tous ces gens sont partis du PCT, voilà. Ont fait un léger détour, ils sont repartis au PCT. Voilà. C'est la fameuse phrase de Sassou Nguesso quand il quitte le palais.
Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Donc, dans cet exemple... Je ne comprends pas, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait rigoler? La phrase a été bien sortie par l'actuel président qui est là. Ce n'est qu'un adieu. Non, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. Un homme politique n'abandonne jamais son combat, c'est ça. Non, surtout quand ça ne marche pas, on abandonne. Quand physiquement il peut tenir, intellectuellement il peut tenir, continuer son combat. Quand ça ne marche pas, on voit comment ça se passe jusqu'à aller nous vendre nos terres maintenant aujourd'hui. Ça ne marche pas. Alors, le temps du livre et la motivation de la démarche. Le deuxième texte porte sur la contribution civique au débat national lancé par le président Pascal Lissouba. Dans ce texte, en fait, qui est une réponse à la version livrée par le président Pascal Lissouba sur les événements de 1993. Mais il rend hommage à Pascal Lissouba, qui est en quelque sorte le moteur, la première personne, enfin le premier président de la République en exercice, qui a donc tenté de livrer sa version à travers un livre. Et donc tout le monde, en quelque sorte, suit cette démarche, puisqu'il le dit très bien. Lissouba, Monsieur le Président, vous venez assurément de fixer un seuil en dessous duquel se taire pour un responsable politique devient synonyme de complicité dans les crimes commis. Et plus loin, il dit, Monsieur le Président, votre initiative en entraînera sans nul doute d'autres. Donc on peut comprendre que le ministre Silou est dans une démarche de livraison d'une parcelle de vérité, pour emprunter les mots du général Joachim Yombio Pango, sur ce qui s'est passé lors de ces événements de 93 et éventuellement pendant la guerre de 93. Vous savez, monsieur le journaliste, dans ces années-là, je n'avais pas la barbe que j'ai là. Je ne pouvais pas la voir. Nous avons grandi, nous avons vieilli. J'ai dit que le ministre Silou est un turiféraire des temps modernes. Il le fait avec Lissouba. Il n'est pas son premier coup. Il le fait avec Lissouba. Mais dans ce texte, il soutient que les actes de sabotage venaient essentiellement de la part du gouvernement qui voulait à tout prix empêcher ces initiatives de paix, qui aurait préféré donc bombarder les populations du Poul. Il se mit en avocat défenseur du Poul, où il dit que le peuple du Poul, Monsieur le Président, est fondamentalement pacifique. C'est ce que vous partagez? Je le consens parce que nous, au Poul, nous sommes pacifiques. Mais aujourd'hui, oublions l'époque de M. Lissouba. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe dans sa propre région avec 3000 militaires qui sont postés là-bas? Nous ne sommes plus avec Lissouba. Qu'est-ce qu'il dit? C'est toujours le laudateur. Le problème du ministre Silou, c'est de plaire à tous les princes qu'il va servir. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de lire ce texte avec nos lunettes d'aujourd'hui, alors que le texte date de 93? Non. Je l'ai bien placé dans un cadre spatio-temporel. Hein? J'ai bien dit. Quand il critique, c'est bien. Mais aujourd'hui, il rentre au gouvernement, il est aux côtés de M. Sassou depuis 2017. Il a été ministre d'urbanisme, aujourd'hui il est aux approvisionnements, je ne sais quoi. Mais nous voyons la ville de Brazza, là. Makabandilou, l'urbanisme, c'était sous sa responsabilité. C'est vrai qu'on peut le lui reprocher, dans ce sens où il aurait fallu quand même qu'il nous glisse au moins une page pour faire un peu le bilan de ces années, depuis 98, enfin jusqu'à ce jour, le bilan de la situation économique du Congo, puisque
Là-dessus, il évoque un chapitre du président Pascal Lissouba, le chapitre 16, page 230, où le président Pascal Lissouba disait « Maintenant que le Congo apparaît potentiellement comme un grand pays producteur de pétrole, les souffrances que le peuple a dû subir ne seront plus rapidement qu'un mauvais souvenir. » Et lui, il rétorque donc pourquoi le peuple est si malheureux, pourquoi le peuple n'en profite-t-il pas. Voilà. Je pense que cette question, on peut la lui reposer aujourd'hui. Et c'est vrai que sur ce genre de livre où on ne glisse pas une certaine page pour actualiser ses propos, c'est un peu difficile de porter une analyse. C'est-à-dire que si ce n'est en quelque sorte entraîner le flou et susciter un peu de l'amalgame, parce qu'on comprend très mal, et je me pose la question, le temps du livre. C'est un style d'écriture persuasif. Bon, je dirais pas temps avec T-O-N, je dirais temps du livre. Est-ce que c'était le moment, l'époque, l'instant pour publier ce genre de texte? Vous attendez quoi à un turiféraire? Vous attendez à quoi? Aujourd'hui, M. Silou doit nous faire logiquement son bilan pour nous amener sur une planète jaune. Pour que des gens comme nous autres ne regardons pas ces textes avec des lunettes. Alors que M. Silou est aux affaires depuis 2017. Je vous ai parlé de Makabadido, c'est sous lui, l'urbanisme. Aujourd'hui, même les quartiers de Bakongo comment je veux dire, quand ça pleuvait, l'eau ne stagnait pas. Il y a de l'eau partout. Monsieur Silou est dans sa logique. Aujourd'hui, on sait, le président doit partir. L'âge ne lui permet pas. Il faut préparer. Alors, parce que quand on nous balance ces écrits à la va-vite, où il devrait prendre son temps pour revoir ces textes, on nous demande seulement, et en plus pire, c'est moi qui le dis, le président doit partir. Lui, il ne le dit pas. Parce qu'il y a quand même des idées intéressantes dans ce texte, mais on ne comprend pas pourquoi il ne les a pas proposées au président de la République, puisque c'est un fidèle soutien quand même du président de la République. Ouais, mais... Parce que ce qu'il dit à Pascal Lissouba, c'est quoi? L'État que nous avons souhaité ne doit-il pas apparaître aux yeux du citoyen équitable, honnête et impartial? Sa gestion des deniers publics et la finalité qu'il poursuit ne doivent-elles pas plus que jamais être au service de l'intérêt général? Il évoque même la crise de 2029, les solutions qu'ils avaient préconisées, notamment la production et l'emploi, la protection des citoyens contre la précarité et notamment le New Deal civique qu'il propose ici. Mais s'il dit « n'ayez pas peur », c'est que quelque part il tente de rassurer. Mais s'il cherche à rassurer, c'est qu'il a conscience de l'ampleur d'une crise. Alors que d'habitude, on a tendance à... Le discours du gouvernement, c'est de dire que le pays, tout va bien. Monsieur Silou a fait beaucoup de citations dans ses textes. N'ayez pas peur. Vous savez c'est qui? C'est Wojtyla Karol. C'est le pape qui dit aux chrétiens, n'ayez pas peur. Mais M. Silou, dans sa mission du serpent, il vient nous le sortir, parce que le venin, ce n'est pas lui. Mais sa mission du serpent le met même en contradiction entre l'âme et l'esprit. Donc si on remet ces propos dans ces contextes, ça veut dire que vous voulez dire que ces écrits n'étaient destinés qu'à critiquer le président Pascal Lissouba, mais ne sert pas à sa propre critique. La conclusion, elle est là. La conclusion, elle est là. Comment peut-il avoir cette outrecuidance de venir nous présenter un Sassou saint, en même temps un diable?
celui qui a commis, c'est lui qui va réparer. Donc, faisons confiance à M. Sassou Nguesso. Et le même Silou, aujourd'hui, les Congolais sont en train de pleurnicher. On ne l'entend pas sur les ventes des terres. Donc, M. Silou, pour moi, tout ça, c'était contre l'Issouba et celui qui l'avait infiltré, M. Bernard Kolela. Bon, c'est vrai que c'est des textes qui datent... Ah non, vous le dites non. Avec une légèreté, mais... Bon, je ne le dis pas avec une certaine légèreté, mais non, j'ai eu envie qu'il nous fasse un texte sur le bilan de sa gouvernance. Ah, ben voilà, là nous parce que je ne pense pas que les mots qu'il a à l'encontre de Bernard Kolela, il peut se le permettre sur le président de la République. Tel que je l'ai lu, je n'ai rien vu. Non, c'est-à-dire le grand plaisir, c'est à moi, vous me rejoignez, parce que vous avez commencé fort. Hein. Article incisif, oui, mais bon, le plus macéré. On découvre avec vous quelques éléments quand même, parce que bon, c'est vrai, quand il pourfond l'utopie collective à travers le lavement des mains, qu'il demande une justice ferme, alors qu'au départ, il commence par le pardon, je trouve qu'il y a une certaine ambivalence. Monsieur le journaliste, Jean-Paul Sartre, en 1964, avait refusé le prix Nobel qui lui était décerné. Vous savez pourquoi? Il n'avait pas voulu faire ce genre de jeu. C'est jonglerie du ministre Silou. Le ministre Silou, en nous faisant une psychologie politique, il se situe plus sur son côté personnel. Vous trouverez un exemple de la crise de 1929 aux États-Unis, là. De cette crise-là. Donc, à bien voir, c'est l'affairiste. Ce n'est pas un responsable politique. Et moi, je reviens sur... parce qu'il y a une idée qui m'arrive en tête. Ce texte date de 98. Lorsqu'il dit « C'est à ceux-ci et à eux seuls que doit s'appliquer la rigueur de la loi sans excès ni complaisance, sans amalgame ni ménagement. » Est-ce que ce genre de texte n'a pas dû inciter le gouvernement à condamner Bernard Kolela? Mais c'est eux qui ont condamné, même quand il dit les hommes armés qui étaient arrivés dans le village de son papa. Mais lui aussi, il était avec les hommes armés. Mais à quel moment il a quitté Bernard Kolela? Parce qu'au fait, je ne sais pas, puisque vous êtes documenté sur lui. 93, il est avec lui. 98, il a un texte aussi virulent à l'endroit de Bernard Kolela. Oui. À quel moment le schisme, enfin, il y a eu une séparation? Mais c'est quand il s'agissait, il fallait maintenant diaboliser Bernard Kolela. Non, mais quand il est le conseiller proche de Bernard Kolela, ça peut-être il fallait qu'il nous l'explique à quel moment a eu lieu le divorce. En 98, il quitte Bernard. Oui, mais j'arrive. C'est là où il crée son parti. Je pose la question, parce que ici il dit, quand Bernard Kolela prend la décision de prendre la tête du gouvernement de Pascal Lissouba, il partage de fait la responsabilité. Mais lui, il était son conseiller politique le plus proche. Quel était son avis? Était-il là ou n'était-il plus là? Parce que là, nous étions en 97. Non, c'est au moment où il quitte. Il quitte à quel moment? Ah oui, mais pour moi, il quitte... De toute façon, il était là pour un rôle. Il quitte en fin 97 puisqu'il crée son parti en 98. Parce oui, mais quand il les crée choses après la se guerre. passent... Il le crée après la guerre. C'est là où il sort du MCDD, puisqu'il a été au MCDD. Oui, mais déjà, avant d'en arriver en 98, les Bernard Kolela sont en exil. C'est-à-dire que quand il dit que Kolela, quand il accepte le poste de Premier ministre, est-il, oui ou non, conseiller de Bernard Kolela? Il est bien conseiller de Bernard Kolela. Donc, il doit faire partie des personnes qui l'ont encouragé à prendre cette décision. Mais oui, mais après, je comprends pas. À cet instant-là, il va refuser. Il n'était pas le bon conseiller, il n'était plus écouté. Bon, on va continuer. Bon. Non, ici, mais c'est facilement vérifiable. Son parti, le Rassemblement du citoyen, est créé en 98.
Ça pète en 97. Oui, mais moi, je voulais connaître les raisons du divorce d'avec Il Bernard Kolela et à quel instant. Il ne les a pas évoqués, dit, donc, et puis moi, je ne vais pas les inventer. Alors, la question de l'argent comme véritable ennemi du peuple congolais. Est-il bien placé pour nous parler de l'argent? Ce qui fait partie des... Vous savez, quand on fait du copier-coller, quand on a lu le congrès de 71 à Épinay de Mitterrand, quand on a avalé les discours de Mitterrand, on nous pond ce genre de texte. C'est le discours de Mitterrand à Épinay, celui-là. Bon, maintenant, est-il la personne mieux placée pour venir nous tenir ce discours? On revient à ce que j'avais dit. Il est responsable, pas le moindre. Donc, avec cette autopsie qu'il fait, il est en mesure d'initier. Là, il n'est pas conseiller. Non, mais l'argent qui corrompt, lui, il est ministre. On sait tous que la plupart de nos ministres sont parmi les... C'est la classe sociale la plus riche dans notre pays. Est-ce qu'il est bien placé pour nous parler d'argent? Vous connaissez ma position, vous allez me traiter de négationniste. Moi, j'ai posé la question à vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Si cet argent, par exemple, était utilisé à bon escient, c'est-à-dire pour l'intérêt général, on ne le lui reprocherait pas. Vous vous rendez compte, quelqu'un, un monsieur qui a été ministre de l'urbanisme, et en face de sa maison, il y a comment on appelle, l'hôpital, comment on l'appelle, la maternité, Blanche Gomez, dans l'état où elle est. Non, mais de qui se moque-t-on? Alors, n'ayez pas peur, Armand Mangenou. Je pourrais ajouter une chose, n'ayez pas peur de la rémanascence. Parce que les mêmes clichés se suivent. Celle reprochée à Lissouba, ça s'est empiré. Donc de quelle démocratie? Même quand il nous parle de son père, il y a du mensonge dans l'air, là. Son papa a vécu une époque de démocratie. Je dis, ça montre une certaine conscience de l'ampleur de la crise et il tente de rassurer. Mais on sait tous aujourd'hui que nous vivons des moments troublés. On peut le voir, enfin, on le lit entre les lignes à travers ce titre. Mais on n'a pas de cap. Aucun Congolais aujourd'hui, même le Premier ministre, n'est en mesure de nous dire à quel horizon le Congo se sortira de la crise. On navigue à vue. L'insécurité galope. Si je reprends les propos du dernier député, le député emprisonné. Non, ce ne sont même pas les propos de ce député-là, ce sont les propos de M. Denis Sassou Nguesso. Bon. Il y a bien un discours où il vient fustiger la corruption la police. Et tout ça, et il nous confronte en quelque sorte à l'urgence, mais sans rien proposer. N'ayez pas peur, oui. Soyez rassurés, oui. Mais bon, je laisse sortir un mot, je le garde. Au fait, en tout cas, je le garde. Je laisse sortir un mot, mais... Il n'y a pas d'horizon. Soyons polis. Enfin, le titre en soi, qu'en pensez-vous? Vous prenez des textes anciens, vous les regroupez, vous en faites un livre et vous dites « N'ayez pas peur ». Et entre-temps, la répression est là aussi. On voit des députés qu'on enferme. Non, je veux beaucoup plus parler sur la situation économique, parce que il y a des tas de choses qu'il reproche au professeur Pascal Lissouba. Sur la situation économique, on va y aller. Monsieur Silou... Donc il dit, Monsieur le Président, si l'État ne s'accommode que des chiffres sans être attentif aux cris qui viennent d'en bas, qui rappellent pourtant la désespérance du citoyen et de la revendication éthique, il s'expose à cette reproche de Jean-Paul II qui fait au capitalisme. Bon, voilà. En gros, oui. Voilà. J'aimerais intervenir là-dessus.
Oui, j'apprends toujours que moi je suis critique. Monsieur Silou, au mois de février, oui, le 8 février 2024, a assisté à un forum de la Goa, un forum économique, où l'article que j'ai en face de moi nous dit quoi? Parmi lesquels ceux, voilà. Merci d'être venus nombreux prendre part à cette journée d'échange du 2 au 4 novembre 2023. s'est tenu à Johannesburg, le 20e forum AGOA, sous la haute direction du président sud-africain, le président Ramaphosa. En marge de ce forum, il y avait une exposition des produits fabriqués en Afrique, parmi lesquels ceux fabriqués en Afrique du Sud. Dans son mot, le président Ramaphosa s'est félicité du volume important des échanges commerciaux dans le cadre de la Goa entre son pays et les États-Unis d'Amérique. En effet, tirant avantage de la Goa, l'Afrique du Sud a exporté en 2023 pour 6 milliards de dollars aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, qui a le même potentiel économique, le Congo, c'est-à-dire le pays du ministre, que le Congo. Notre pays a exporté pour 3 milliards de dollars 2023 dans le cadre de la Goa. Le Congo a un chiffre qui avoisine le zéro en 2023. Je m'arrête là. Bon, on vient se moquer de qui? Non, mais parce que dans ce livre, il parle aussi de la crise sanitaire. Non, c'est bien. Moi, déjà, restons là. On se moque de qui? Parce qu'on a appris la langue de Molière, parce qu'on a des armes, et puis les autres ne veulent pas. Là, c'est pas moi. Le Congo a un chiffre qui avoisine les zéros. Il est quand même parti bien endimanché, cravate, tout ça, comme un bon sapeur congolais, se présenter à ça. Où on parle des milliards. Donc je pense que s'il y a une chose qu'on peut demander à M. Silou et à son prince, qu'ils partent. Ils sont nés avant la honte. On va y arriver. Alors, les leçons de l'histoire et l'opportunité manquée. Dans ce texte, il plaide l'ignorance des soubresauts mondiaux. C'est encore une fuite en avant. Ce qui a fait que le Congo n'a pas pu anticiper l'impact de certaines crises sur sa propre situation. Donc il dit, à la fin des années 80, nous avons sans doute été pris de court par les soubresauts mondiaux. L'éloignement géographique joint au menu problème du quotidien ne nous a pas aidé à prêter l'attention nécessaire à ce qui se déroulait dans les pays de l'Est de l'Europe. Sans que ces événements nous passent totalement par-dessus la tête, nous n'en avons que moyennement saisi la portée. En fait, nous n'avons pas été capables d'y lire la trame d'une des grandes révolutions de ce millénaire finissant. Donc les années 80, nous savons qu'il y a eu le boom pétrolier, l'échec du plan quinquennal, mais nous avons eu aussi un boom dans les années 2009. Oui, mais il y a eu le PPTE qui est arrivé. Nous sortions aussi du PPTE. Voilà. Donc, vous savez l'article que je viens de vous lire là, ça ne se passe qu'au Congo, où les gens, même malgré leur incompétence, s'accrochent. Vous savez ce qu'il dit là? C'est à partir des rêves de nos jeunes que le Congo va se développer. Le jeune peut rêver. Qui lui donnera les moyens de concrétiser ses rêves? Alors là, on va attendre le bon Dieu. Non, on a affaire à des bandits. Bon, mais je pense que quelque part, il accepte aussi sa responsabilité dans la mesure... Là, j'ai pas vu. Enfin, il dit... En fait, la faute, c'est parce qu'à la conférence nationale, ils n'ont pas, la jeune génération dont il faisait partie, n'a pas pris ses responsabilités pour virer ces vieux. Ah, là... Parce que il dit, le grand dessein de la conférence nationale souveraine était d'offrir à notre pays, le Congo, l'opportunité d'une nouvelle donne politique. Nous avions visiblement besoin d'un New Deal qui réalise les grands travaux et restaure l'État régalien dans son exigence d'une gestion plus morale.
c'est dire que l'histoire nous plus loin, enfin, c'est dire que l'histoire nous offrait là l'occasion d'un renouvellement de la classe politique congolaise. Mais éduqués dans le respect des aînés, nous nous sommes abstenus de prendre la relève, encore ancrée dans la tradition. Donc là, il évoque la pesanteur de la tradition qui empêche la jeune génération de prendre leurs responsabilités. C'est ça, c'est une amorce de la planète jaune. Quand il le dit, mais qu'il nous accorde le dialogue que nous avons tant soulevé, demandé, et nous allons les dégager tranquillement. Puisque leur génération n'a pas pu. Mais est-ce que la mienne ne pourra pas? Ou la tienne ne pourra pas? Puisque nous les lisons. Ça sera aussi facile. Ils savent pourquoi ils sont arrivés là. Ils n'ont pas saisi les opportunités. Mais nous, aujourd'hui... Mais est-ce que leur génération n'était pas aussi comptable dans la mesure où ils ont accompagné ces vieux dans cette bêtise humaine? Mais les mauvais conseillers, c'est lesquels? Avec les gros diplômes. Les vieux là avaient peur des gros diplômes. Hein? Donc il dit, la guerre de 97 n'est que la matérialisation de la faillite de nos aînés et de leur conception du pouvoir. Et nous, la jeune génération, qu'allons-nous dire à notre tour à l'endroit de cette génération d'Nsib? Qu'allons-nous dire? Nous, qu'allons-nous dire à l'endroit si réellement? Parce que ça, c'est son analyse. Laissez-moi répondre. Je ne la refute pas. Je dis, nous rentrons dans la planète jaune. Il y a une lueur d'espoir. Il le reconnaît. Il se remet en cause là. Mais est-ce que cela suffit? Déjà, c'est une ouverture. C'est là où les gens vont dire que Armand, il change. Hein. Je ne change pas. C'est là où j'introduis cette demande de dialogue que les Congolais ont toujours demandé pour que on ne les traîne pas dans la rue. Voilà. Parce que quand vous le lisez, il fait chiche, il en parle, mais il fait chiche à la justice. Mais aujourd'hui, pour que nous ayons des solutions, nous devrons nous asseoir. On revient au dialogue. Bon, il l'effleure quand même, hein, quand il dit que... Parce qu'il espérait que le forum de la paix de 98 allait être la dernière et qu'on allait se lancer dans une nouvelle voie définitivement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, un peu dans l'élan de son titre, hein, à partir de là, après avoir tenté de rassurer, il nous dit la démocratie va prévaloir. Alors il va faire une ode à la démocratie. Mais je me suis posé la question, puisqu'il encourage les jeunes à voter. Parce que lui se dit que le complot ourdi contre le président de la République a échoué, allait encore replonger le pays dans une crise, tout comme la secousse référendaire que nous avons eue, la secousse générée par la période référendaire de 2015. Mais lui, sa solution, c'est le vote. Et le vote, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous savez, tout un peuple peut voter. Mais le vote se joue chez ceux qui proclament les élections. Ce vote-là. Il sait ce qu'il dit. On va les amadouer. Ils viendront voter. Après, ce sera quoi? Le tripatouillage. Un micmac de tripatouillage. Ça se passe au Congo. Vous savez, le ministre Silou, c'est un Asie-Dominique de Marseille. C'est des encenseurs, des flagorneurs. On ne peut pas venir demander aux gens d'aller voter qui ne sont pas recensés. Ils n'ont pas de carte d'identité. C'est pour cela que j'ai dit dans mon article... Ça veut dire que là, il se pose en fervent défenseur de la démocratie telle que ça se passe dans notre pays. Le blackout sur la communication. Une parole qui est confisquée. Les opposants n'ont pas le droit, quasiment pas le droit. C'est là où ça fait péter les plombs.
Qui parle là? Et lui, il demande que les Congolais aillent voter dans ces conditions. Une proclamation nocturne des résultats. Pas de biométrie. Donc, le ministre Silou croit en la sincérité du résultat issu du vote de Brazzaville. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je suis, je sais pas quoi dire, quoi. Je suis un peu étonné quand même. Alors, à cet instant-là, je vous demanderai de retirer ce que vous avez dit au début. Non, mais c'est parce qu'on n'avait pas tous ces éléments, parce que vous êtes focalisé uniquement. Enfin, moi, dans ma démarche, généralement, ce que je fais, c'est que je fais ressortir les éléments du livre pour montrer les contradictions de l'auteur. Vous savez que je suis l'homme d'un jour, un article. J'ai des éléments parce qu'il faut éviter la diffamation. Parce qu'en réalité, moi, ce livre me met dans une situation vraiment confuse. C'est-à-dire que je n'arrive pas à percevoir. C'est normal. Je n'arrive pas. Normal. Parce que vous n'êtes pas dans deux mondes. Or que M. Silou se trouve puisqu'analytiquement dans deux mondes. Il est dans son monde. À lui. C'est peut-être que nous qui croyons en ces hommes, en ce qu'ils, en la posture qu'ils nous présentent. Vous savez, c'est Napoléon qui l'avait dit, il faut vendre l'illusion au peuple. C'est des marchands d'illusions. Voilà, c'est des marchands d'illusions. Nous sommes dans ce cas. Pourquoi aujourd'hui, dans un pays, la jeunesse congolaise devient la risée de toutes les jeunesses? Quand un jeune vient parler, je veux faire un peu de digression, on vient nous dire « virez Kiki, virez Kiki ». Alors que le père de Kiki, qui engageait Kiki, est là. Vous ne demandez pas « virez Sassou Nguesso ». Vous venez seulement dire « virez Makosso, virez un tel ». C'est pas. Parce que quand tu regardes très bien l'ossature de l'exécutif, les anciens qu'il a pointés du doigt dans son texte ne sont plus, c'est eux qui sont devenus les anciens maintenant, mais ils font pareil. Un sursaut vigoureux s'impose si nous voulons survivre en tant que nation. Ce sursaut doit venir de l'élite ou du peuple? C'était hier ou avant-hier que j'ai publié un texte sur le peuple qui ne suit pas l'opposition. Mais M. Silou doit savoir que le Congo n'est pas une nation, le Congo est une colonie d'ethnie. C'est là où nous en sommes encore. Donc c'est pour cela que je dis, il est dans sa bulle. Ils n'ont pas travaillé pour que nous soyons une nation. Il y aura trop d'exemples si je me mettais à les énumérer. Nous sommes une colonie d'ethnie en plein 21e siècle. Je ne sais pas, c'est pas du négationnisme. Alors, nous avons dit non au changement de la Constitution dans les conditions dans lesquelles cela se faisait, tout en soutenant au cours de la consultation organisée par le chef de l'État que le président Denis Sassou Nguesso devait faire partie de la solution. Je reviens sur cette période référendaire parce que c'est une période aussi traumatisante pour le PCT parce que, enfin, je me répète, pour la simple raison qu'en 1989, le PCT a connu une défection de près de 40% de ses membres. Et la même situation a été revécue. Moi, j'aimerais que vous relisiez la partie là. Non, attends, a été revécue donc lors de la période référendaire, puisque des cadres comme Charles Zachary Boao ont quitté le parti pour considérer que le changement de la Constitution était une forfaiture.
Mais lui, il a joué sur les deux tables. Oui et non. Non et oui. Vous savez, si le ministre Zakari Bouaou était Qui est réellement Claude Alphonse Thilou? Quelle valeur défend-il réellement? Monsieur Silou ne défend aucune valeur. Parce que je veux vous dire, j'ai toujours eu de l'avance. Aujourd'hui, on nous parle d'un dialogue intergénérationnel dans toutes les régions du Congo. Et les conclusions de ce dialogue-là, monsieur le journaliste, retenez-le très bien, seront que nous avons consulté le peuple. Ils ont demandé que le président Sassou Nguesso se représente. Le débat s'est installé là. Le dialogue intergénérationnel qui doit se passer dans toutes les régions. Voilà une façon où ils vont choisir des jeunes. Voilà leur façon de consulter le peuple. Qu'est-ce qui leur manque d'être sur une planète bleue, de dire la vérité? En plus, ils sont tous fatigués, ils ont beaucoup volé, ils ont beaucoup d'argent. Bon, il se justifie, hein, c'est pour éviter la confrontation violente, car la surchauffe que le pays a connue a mis tous ses fondements en péril. L'unité nationale, la paix et la stabilité. Bon. L'urgence était donc d'apporter l'apaisement. Et c'est pour ça qu'il a choisi la candidature du président Denis. Voilà. A choisi la candidature. Voilà, les questions vous reviennent. Moi, ce sont les réponses. Mais permettez que je vous la pose. Les violences, ils se font avec les armes. Mais lesquels qui ont les armes dans ce pays? Lesquels qui détiennent les armes au Congo? Ces Saint-Toumi, ils sont allés les chercher déjà. Oui. À quel point qu'on est en train de mentir. Mais il y a aussi une chose, peut-être qu'il souhaiterait une transition qui soit pacifique, puisqu'il dit aucun chef d'État n'est parti du pouvoir sans avoir subi l'humiliation. Donc, il faut que cela cesse définitivement pour qu'aucune élection ne soit plus un moment de peur, de douleur pour les familles. Nous devons accepter celui qui dirige et une retraite paisible à la fin de son mandat. Cela doit demeurer dans nos esprits. Ah, c'est la retraite qu'on avait donnée à Massamba Deba. C'est la retraite qu'on a donnée à Youlou. Oui, mais parce que c'est eux qui ont complété. C'est le prince qui est là. Et lui, il vient s'opposer. C'est ce que j'ai dit. Il vient avec des écrits, un style persuasif qui fait ressortir une psychologie politique. Donc maintenant, si nous restons dans le cadre académique en analysant ce qu'il a dit, ben, c'est le pigeon blanc, c'est le... Hein? Alors qu'il s'adresse aux gens qui sont blessés dans leur chair. Le simple exemple de son père. Nous sommes beaucoup au pouls qui avons vécu ça. Voilà. La question maintenant qui va se poser, je crois que c'est celle qui va conclure nos échanges. Qui est monsieur Alphonse Silou? J'ai quand même trouvé un bilan ici. 5 ans après, ça c'est en 2021. Quel bilan? Inutile de commenter un environnement qui vous est connu et familier. Mais nous, on a besoin de détails parce que lui, c'est un gouvernant. Ça veut dire qu'il n'a pas de mandat. Alors, il n'a jamais eu de mandat. La situation sociale, c'est encore... Non, mais son bilan est quand même négatif. La situation sociale s'est encore dégradée. L'avenir de notre jeunesse a été fortement compromis. En 5 ans, beaucoup d'efforts ont été faits, mais insuffisants par rapport aux attentes des populations. 5 ans, c'est aussi un procès public sur un complot ourdi contre le président de la République en vue de l'assassiner. La violence est toujours présente dans notre vie nationale. La corruption, qui est à l'origine de la dégradation de la vie des Congolais, découle du tribalisme.
le tribalisme et la violence prennent leurs racines dans l'histoire politique violente. Nous devons porter un regard apaisé sur notre pays afin de tirer les vrais enseignements qui nous permettront de le sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve. Notre pays est profondément divisé. Ce pays a besoin de paix. Chacun de nous s'est replié dans la peur de l'autre au lieu de l'exorciser. Chaque régime est exclu sur la base de cette anomalie qu'est le tribalisme. Et il conclut en disant: le Congo de demain ne sera que ce que nos pratiques politiques d'aujourd'hui en feront. Bon, vous voyez, il me rappelle le discours sur le colonialisme. Vous inculquez la peur aux gens. Vous venez leur dire: n'ayez pas peur. Vous faites les pyromanes. Et après, vous jouez les pompiers. Mais les générations ont grandi, ils ont changé. Le Congo de demain sera le résultat des politiques qu'ils appliquent. Oui, à 60 ans, on est encore jeune au Congo. Pourquoi? C'est leur politique. Moi, je pense que la seule question qu'on peut lui poser: qui êtes-vous, M. Sil? Tout ce qu'il dit, c'est eux qui ont les moyens. S'ils veulent sortir par la grande porte, mais nous devrons voir. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de l'insécurité, il y en a qui se retrouvent en prison. Le fait d'avoir paraphrasé le président de la République. Une seule personne peut mettre fin à cette anomalie qui nous cause tant de tort depuis l'indépendance. Cette personne qui en est comptable historiquement parce qu'elle peut et doit le faire au nom de tous les autres chefs d'État depuis le président Yulu, c'est le président Sassou. C'est le summum de l'oxymore. Il a le devoir moral de laisser un pays apaisé et viable économiquement le jour où il quittera la scène politique. Ce serait une erreur historique de laisser aujourd'hui à un autre de le faire parce que la manière sera brutale et vécue comme une injustice alors qu'il s'agira d'un rééquilibrage nécessaire. Il faut éviter les frustrations pour ne plus retomber dans le cycle infernal des revanches. Il faut également commencer à donner une retraite paisible dans son pays à celui qui l'a dirigé. Notre histoire est trop violente et trop ingrate envers les chefs d'État qui ont dirigé notre pays. Il faut que cela cesse. Laissons au président Sassou Nguesso cette responsabilité. Soyons plus exigeants avec lui pour qu'au soir de sa vie, il laisse ce pays apaisé et prospère, débarrassé de cette anomalie qu'est le tribalisme, débarrassé de la corruption qu'il génère et des frustrations, source de violence. Le président Sassou peut le faire, nous devons lui faire confiance. J'aime pas trop faire des citations, mais est-ce que un texte comme ça, présenté à Jean-Paul Sartre quand il était vivant, aura une place? Non. Il continue à demander aux victimes de pardonner leurs bourreaux. Ce que je veux dire, tout à l'heure j'ai posé une question sur le temps du texte. Nous sommes à mi-mandat. Nous n'avons pas de cap. Nous vivons un temps troublé. Nous ne savons pas à quel instant nous allons nous sortir, à quel horizon. Nous naviguons à vue. Hier, nous avions un cap, l'émergence. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Parce qu'elle ne pourra pas être atteinte. À mi-mandat, dans 2 ans et demi, les nouvelles élections. Si on réactualise ce texte, cette situation se reproduit, la situation de 2021. Est-ce que ce n'est pas un appel insidieux à se préparer à une nouvelle candidature du président Denis Sassou en 2026? Avec l'utilisation de la répression. Attention. Non, je ne parle pas de... Je parle du Oui, texte. mais l'appel insidieux, elle est insidieuse.
Non, mais les conditions qu'il pose d'insidieux. ici, les conditions qu'il pose ici, c'est-à-dire que le pays laissé, le pays apaisé et viable économiquement. Le Congo n'est pas viable économiquement. Mais il vient injurier les Congolais. Le détournement des deniers publics, c'est sous quel régime? Il injurie les Congolais et puis ils sont fous. Parce qu'ils savent que quand vous allez broncher, eh ben, on va tirer. Mais attends, est-ce que sur le plan économique, nous pouvons aussi essayer de discuter sur la gouvernance de ce pays-là? Mais c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a le devoir de laisser le pays viable économiquement. Donc ça sera... En attendant, nous, on peut mourir. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de l'exigence, enfin, de l'urgence et la préconisation. Donc, en gros, la préconisation, c'est celle-ci. C'est-à-dire que calmez-vous, le président Denis Sassou Nguesso, restez apaisé, vous le votez, hein, donc la démocratie, vous votez le président Denis Sassou Nguesso, il va laisser le pays dans un état quasi parfait. Il n'y aura plus le sang, on ne va plus tuer. Donc la démocratie sera parfaite et ainsi de suite. Mais si je retourne la question, vous ne trouvez pas que si le président Denis Sassou Nguesso s'en allait tout de suite, il rendait une tâche ultra difficile à son, entre guillemets, futur prédécesseur? Non, le monde ne s'arrêtera pas. À chaque problème, il y a toujours une solution. Là, nous avons affaire à un serpent. J'ai parlé du venin. Et le venin, c'est son chef. Lui, il joue le rôle du serpent. Le monde ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Et s'il venait à mourir là, tout à l'heure, là, on fait quoi? On va aller le chercher à la mort, qu'il revienne? Mon exhortation à voter pour le président Sassou Nguesso demeure parce que le problème de fond à résoudre n'a pas changé. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Le problème de fond à résoudre au Congo est un problème d'ethnie. J'ai parlé d'une colonie d'ethnie. Pendant qu'eux, ils viennent nous parler de nation, parce qu'on leur a dit, il faut dire que vous êtes une nation. Alors, Armand Mandjono, on est arrivé donc à la fin de ce livre. Votre impression et votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Oui, mais je vais paraphraser. N'ayez pas peur, prenez votre courage pour bouter ces genres d'irresponsables qui sont là. L'impression, non, le cadre est bien, il y a pas, j'espère que je serai encore invité à Danfopa pour disséquer d'autres textes des hommes politiques congolais, parce que je pense qu'il faudrait que nous arrivions à analyser point par point ce qu'ils disent. Et j'inviterai les Congolais de lire, parce que les Congolais, effectivement, ne lisent pas. Aujourd'hui, moi, si je n'ai pas lu, je n'allais pas le découvrir. Je n'allais pas le découvrir. En tout cas, je n'ai pas de sentiment à faire sur eux. Pas d'hôpital, pas d'école. Après, on vient... non, non, on prend le courage. Nous avons échoué pour laisser un pays apaisé. Nous partons. Alors qu'eux, ils sont là. Alors, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission, mais je vais quand même vous lire les derniers mots de l'article d'Armand Mandjono. Le pays est ballotté de toutes parts, mettant à rude épreuve la cohésion et la survie de la nation. Il n'est donc pas un euphémisme de dire que le Congo est dans la merde. En sortant du bois, en livrant votre pensée, monsieur le ministre, je suis totalement tombé des nues. L'équivoque est levé sur votre personne. Aussi longtemps que vous n'aviez pas parlé, on vous prêtait quelques vertus. Au fond, vous êtes dépouillé. Nul besoin de porter des lunettes pour voir votre nudité. À travers votre attitude, d'un point de vue psychanalytique, on décèle deux personnages. Le premier, c'est celui d'un individu vivant dans une bulle. Le deuxième, c'est un courtisan patenté. Celle de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, qui écrivait sans cesse des théâtres. Votre livre est un cantique, un paquet de louanges chantées à la gloire de celui-ci dont le visage est frais pour avoir causé des plaies béantes sur le corps de la nation.
le considérant à la fois comme comptable selon vos propres termes, et celui qui devra corriger ses propres torts et ceux de ses prédécesseurs, vous pointez du doigt le coupable. Vous indexez la culpabilité de l'homme en ce que l'on n'est pas comptable de rien, on est toujours comptable de quelque chose, en l'occurrence d'un passif. Vous appartenez, monsieur le ministre, à la boulimie, non, à la minorité aveuglée par la boulimie du pouvoir et les privilèges qu'elle apporte. Ce n'est pas de moi, c'est d'Armand Mangiono Boutelesi, le Vinoumoneur. Donc, vous pourrez éventuellement lire le livre du ministre Nsilou intitulé « N'ayez pas peur, la démocratie va prévaloir » pour vous faire votre propre idée. Mais si vous voulez consulter les articles d'Armand Mangiono, consultez plutôt son blog, le Nzoïsme, et un autre .com. Quant à moi, je vous dis... J'ai maintenant une... comment on dit ça sur YouTube, là? Ils peuvent venir sur mon compte YouTube aussi. Parce que les articles, après, je les relis. Ah, vous les réalisez sur votre... Voilà, mon compte YouTube, Armand Mangiono. Mais Armand, quand vous dites ça, vous êtes sûr que vous allez rentrer au Congo un jour? Avec ce genre de propos? Monsieur, pourquoi? Enfin, si vous croyez à la démocratie... Non, ce n'est même pas ça, monsieur, chez moi. Qui ils sont pour me chasser du Congo? Bon, en tout cas, bon courage à vous. C'est la fin de cette émission. Donc, le prochain numéro sera consacré à l'affaire des terres rwandaises. Et donc, nous avons ouvert nos invitations à toutes les personnes qui voudront bien participer à cette émission. Vous connaissez le site Adam Fopa, vous vous inscrivez et puis nous prendrons contact avec vous pour organiser cette émission. Bonne soirée à tous et bonne fête des travailleurs. À la prochaine.